Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Pump, l'émission fitness et santé, mais surtout sport de force et performance, où on applique les grands principes de la préparation physique et de la nutrition à nos disciplines. Pour ceux qui nous découvrent, cette émission est créée par MVT, 3 étudiants et athlètes passionnés, futurs coachs en sport de force. Moi c'est Maxime, étudiant en nutrition du sportif. Il y a Victor, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir parce qu'il a un empêchement, il est contraint par le travail, mais il pense fort à vous, il pense fort à nous. Il nous fait des gros bisous, j'en suis sûr. Et pour compléter le trio, c'est Trésor, qui lui est étudiant en diététique. Aujourd'hui, Pum se fait un plaisir d'accueillir Nancy. Salut à tous. Nancy, t'es diététicienne, diplômée d'État. Ça. Trésor bientôt. Pour situer un petit peu les diplômes, on en reparlera après, mais il y a plein de conflits entre les différents titres, que ce soit le nutritionniste ou diététicien. Mais aujourd'hui, tu interviens pour faire une chronique sur la nutrition du sportif. Donc on va parler de recommandations générales autour de l'entraînement et on discutera un petit peu aussi de ta situation à toi par rapport à la diététique, ta manière de pratiquer, ce que tu vois comme différence par rapport au métier de nutritionniste. Et dans cet épisode, vous aurez aussi droit à ma première chronique, parce que j'ai préparé un petit sujet qui m'a grandement intéressé ces derniers jours, que je voulais partager avec vous. Ça concerne une hormone et un complément, et des compléments même. Et à la fin de l'émission, on a un versus, comme d'habitude, où on parlera essentiellement de nutrition, pour voir si Trésor est prêt à passer son BTS diététique. Nancy, si on t'a invité aujourd'hui, c'est parce que tu as fini tes études de nutrition, et tu as une formation qui n'est pas tout à fait la même que nous. Donc tu as des réflexions et connaissances qui complètent en quelque sorte les choses qu'on peut savoir sur la nutrition. Tu te formes sur quoi actuellement, en parler de ton activité? Là, du coup, j'ai passé le BTS, donc j'ai eu le diplôme, ça fait maintenant 1 mois. Et donc là, je vais continuer à me spécialiser. Donc ce qui est bien dans ce domaine, c'est qu'on peut à chaque fois faire des spécialisations en 1 an. Et du coup, là, j'ai décidé de faire un bachelor en troubles du comportement alimentaire. Donc, donc tu continues ta formation et tu taxes sur les troubles du comportement alimentaire, ouais. Ok, donc ouais, on reviendra dessus un petit peu, parce que c'est de ça dont tu voulais nous parler à l'origine. Ouais. On s'est organisé autrement parce que tu aurais préféré apporter plus de choses et donc avancer plus dans la formation. Donc on reviendra sur ça plus tard. Sinon, dans l'ensemble, moi je suis très content de te recevoir sur l'émission ce soir. Ça va être très intéressant. On a plein de choses à échanger. Et vu la chronique que tu nous as préparée, j'ai un petit peu la pression. Trésor se rend pas compte, mais on espère que normalement, niveau connaissance en nutrition du sport, on est à la hauteur, même si évidemment, faut se dire qu'à chaque fois, que ce soit la formation, l'approche, les sources qu'on peut avoir, toutes les connaissances peuvent varier, et c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir sur cette émission ce soir. Est-ce que tu veux faire ta chronique tout de suite ? Allez. Pourquoi pas ? On va lancer ça. Donc, explique-nous comment tu as décidé d'aborder le sujet. Donc en fait, moi j'ai décidé de vous mettre dans différentes situations où du coup ça nous permettra à chaque fois de parler de certaines habitudes qu'on pourrait avoir autour de l'entraînement, de certaines idées reçues aussi qu'on pourrait avoir. Et donc apporter un peu de nuance dans tout ça, dans l'idée d'optimiser votre nutrition pour booster vos performances et votre récupération. Ok, donc nutrition péri-workout, c'est ça. C'est pour dire avant, pendant et après. Voilà, tout autour de l'entraînement. Ok. Explique-nous. Donc là, je vous mets dans la première situation, donc en pré-workout. Et donc, je vous demande si prendre du café à jeun le matin avant d'aller s'entraîner, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise habitude ou... Le café à jeun, je sais pas. Le café dans l'ensemble, moi, je suis plutôt contre. Je m'intéresse pas mal à la problématique de la caféine en ce moment, et en plus il y a une étude intéressante de Henselman qui est sortie, qui reprend du coup l'impact de la caféine sur le sommeil. Il expliquait que jusqu'à 13 heures avant l'heure d'endormissement, il y avait des impacts négatifs à la prise de caféine sur le sommeil. Donc
Je dirais que le café, c'est quand même intéressant d'un point de vue performance dans les 20 à 30 minutes avant l'entraînement. Mhm. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise habitude? J'aurais plutôt tendance à dire que c'est une mauvaise habitude. Ok, alors moi, j'ai plutôt pas d'avis dessus, en mode c'est pas une mauvaise habitude, mais c'est pas non plus une bonne, enfin c'est vraiment individuel à chacun. On peut partir s'entraîner à jeun, enfin boire du café à jeun, il n'y a pas de problème en soi si tu n'as pas de problème d'estomac, pas d'ulcère. Enfin voilà, si déjà de base tu supportes pas, ça va augmenter l'acidité, donc Mm. ça peut te faire des brûlures, des reflux. Mais il y en a qui supportent très bien, donc en soi il n'y a pas de souci. Mais moi, pourquoi j'ai parlé de ça, c'est que souvent on entend cette idée reçue que le café à jeun va engendrer des pics de cortisol et donc un dérèglement hormonal. Et donc souvent ils disent d'éviter. Parce que du coup, quand on arrive à notre effort, bah, on a aussi un pic de cortisol. Donc voilà, tout ça, ça peut être un peu néfaste pour nous. Il y a une étude qui a été menée et c'est vrai qu'on va avoir une influence à court terme sur les nouveaux consommateurs, donc qui n'ont pas du tout l'habitude de consommer de caféine. Donc dans les 1 à 2 heures après la consommation, on va avoir des pics. Mais on se rend très vite compte que après 5 jours de consommation, en fait, les taux ils se régularisent très vite. Ok. Et donc en fait, ça se normalise. Donc en soi, on ne peut pas vraiment dire que la caféine va avoir un impact sur nos taux de cortisol parce que après 5 jours, voilà, on arrive à réguler tout ça. Après, oui, en pré-workout, tu l'as bien dit, en fait, la caféine, c'est un stimulant et souvent, on le conseille pour booster les performances. Donc toi, Ouais, la cognition, même voilà, le rythme cardiaque, tout ça, c'est c'est ça ça, qui est ça associé. augmente la force, la vigilance, l'explosivité. Donc c'est assez conseillé 1 heure avant l'effort, moi j'avais Ok. vu, et 3 à 6 mg par kilo de poids de corps. Donc moi je vous conseille plutôt de rester sur 3 mg parce qu'on s'est rendu compte que tant qu'on est dans cette fourchette-là, il n'y a pas d'intérêt à aller à 6 mg. Parce qu'en fait, c'est pas parce que j'en consomme plus que je vais avoir plus d'effets booster sur ma performance. Donc l'idée, ça serait de rester sur 3 mg, surtout que ça vous permettra d'éviter les effets secondaires, comme tu l'as dit, de la caféine, qui peut impacter le sommeil, mais aussi ça peut créer de la tachycardie, de l'irritabilité, de la Mm. dépendance. Donc voilà, moi j'ai mis quand même des doutes de ce côté-là par rapport à la qualité du sommeil, parce que pour les gens qui s'entraînent tard, prendre de la Ouais. caféine, c'est pas Bah, ouf. surtout que c'est pas de la caféine, souvent c'est un Monster. Et Exactement. Monster, c'est 180 mg de caféine. Voilà, C'est énorme. mais quand même 3 mg, c'est aussi assez conséquent hein, quand tu calcules là avec ton poids, c'est pas rien en Ouais, dose de ouais, ouais. caféine, quoi. Mais faut y aller quand même. Et ben, du coup, si vous avez l'habitude de vous entraîner tard, le fait de consommer de la caféine, ben, ça peut impacter votre sommeil. On dit souvent d'arrêter la consommation entre 6 à 7 heures avant son Ouais. coucher. Mais comme tu l'as dit, dès le matin, en fait, on va avoir des impacts. Donc, Et par rapport à l'évolution du seuil de tolérance, tu disais que pour les nouveaux consommateurs, ça se régularisait très vite. c'est Est-ce ça. que pour justement les anciens consommateurs ou les habitués, il y a une dépendance, enfin une dose dépendance où au fur et à mesure, ils sont obligés de prendre plus pour avoir les mêmes effets? Ben, en fait, au fur et à mesure du temps, il y a une accoutumance. Mm. Donc, en fait, cet effet en pre-workout pour booster les performances, on le remarque surtout chez les nouveaux consommateurs. Et avec le temps, ben, tu perds les effets. Donc, si tu veux retrouver les effets ergonomiques, souvent, on conseille d'arrêter la consommation pendant 1 semaine pour pouvoir Ah ouais. retrouver un peu des effets. D'où Mais certaines réflexions autour de la cyclisation c'est ça. de la caféine. C'est ça. Mais en tout cas, moi, je préfère que vous mettiez l'accent quand même sur la qualité de votre sommeil plutôt que sur le petit boost de performance que vous pourriez avoir par la caféine, qui n'est même pas sûr du coup par cet effet d'accoutumance. Ah bah Trésor, d'un point de vue récup, progression, toi comment tu envisages la chose? Est-ce que tu privilégies la récup au travers du sommeil ou l'augmentation des performances sur une séance avec la caféine? Directement à travers le sommeil. Moi, par contre, j'aimerais bien peut-être donner un facteur peut-être intéressant par rapport au café à jeun le matin. Donc ça va être plus par rapport à tout ce qui est activité intestinale, donc Mm. plus pour les gens qui vont avoir des problèmes de constipation, parce qu'on sait que notamment le matin, il va y avoir une activité de ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique qui est plus importante, donc une amélioration un petit peu de la contractilité, de l'activation et de l'activité même intestinale et du côlon. Et aussi notamment à travers aussi l'acide chlorogénique, donc qui va justement augmenter l'acidité gastrique et qui va augmenter aussi l'acidité des intestins et donc faciliter un petit peu le signal pour amener à sel, quoi. Donc ça peut être intéressant, mais du coup c'est comme vous le dites à cycler et à adapter en fonction des individualités.
Ouais, c'est ça aussi qu'on peut voir sur la caféine. Il y a des gens qui recommandent de prendre la caféine après l'entraînement dans une collation post-workout. Mais enfin, j'espère que je ne prends pas l'avance sur ce que tu vas nous présenter après. Qui disent que, en fait, vu que ça augmente les contractions du côlon, ça facilite la digestion de cette manière-là. Et donc, c'est intéressant à prendre après l'entraînement. Et ça, c'est une réflexion qui est intéressante, qui n'est pas beaucoup mise en avant, parce que la caféine, souvent, on le considère seulement comme un ergogène intéressant à apporter avant. Donc, il y a des gens, enfin, il faut savoir qu'il y a des gens qui conseillent de rajouter de la caféine dans leur shaker de protéines post-workout pour faciliter la digestion. Est-ce qu'on passe à la situation suivante ? Allez. Bon, donc là, en fait, je vous montre un plat, un repas complet avec tous les macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Et donc, je vous dis que je mange ça 1h30 avant mon effort. Donc, est-ce que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise habitude ? Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise habitude de manger un repas complet 1h30 avant l'effort ? Ouais. Question constat trésor. Complet, c'est-à-dire complet dans quelle mesure vous définissez le complet ? En termes de quantité ou d'apport en macronutriments ? En apport en macronutriments. 1h30 avant l'effort, c'est-à-dire du coup à quelle quantité précise ? En fait, c'est comme si là, je prends mon déjeuner. Ouais. Donc, vraiment, je prends une source de prot, de glucides et de lipides. Avec tu vois, là, des pâtes, une poêlée de légumes, un filet de poulet. Et 1h30 après, je vais m'entraîner. Généralement, ça va être les grandes lignes que l'on connaît. On va essayer de veiller quand même à tout ce qui est apport en crudité, donc essayer de faire attention à ça, puisque l'apport en fibres, justement, va potentiellement impacter et créer des troubles gastro-intestinaux, donc ça peut potentiellement impacter l'entraînement. On va aussi être vigilant sur l'apport lipidique, notamment pour la vidange gastrique, puisque ça va la retarder, donc potentiellement retarder aussi l'absorption des nutriments. L'apport protéique, il ne me gênerait pas tant que ça. Et l'apport glucidique, ça tout dépend aussi de la consistance aussi et je sais pas comment l'expliquer, mais plutôt de la précision, on va dire, en termes d'apport glucidique, si c'est un apport glucidique simple ou sur un apport glucidique complet, parce qu'il y aura aussi donc potentiellement un apport en fibres qui va être plus conséquent. Donc derrière, être vigilant par rapport à ça. Mais du coup, bonne ou mauvaise habitude ? Il n'aime pas les choses binaires comme ouais. ça. Donc si on contextualise, ça peut être une habitude normale qui ne pose pas de problème, mais que là, vu comment tu le présentes, je pense que tu dirais mauvaise habitude, parce que la digestion sur un repas complet, en général, ne se fait pas en 1h30 seulement. Voilà, en fait, on part du principe que pour un repas complet, en tout cas, on essaye au moins de laisser minimum 2 heures, voire 4 heures. Et en fait, plus vous vous approchez de votre effort, et plus, comme tu l'as dit, là, on réduit tout ce qui est les lipides et les fibres, parce que c'est ce qui prend le plus de temps à être digéré. Donc tout ça pour éviter d'arriver à son effort en pleine digestion, pour du coup mettre l'accent sur l'irrigation de nos muscles plutôt que notre système digestif à ce moment-là. Et donc on réduit les fibres et les lipides, mais par contre on augmente l'IG, donc l'index glycémique de ce qu'on consomme, plus on se rapproche de notre effort. Éviter de manger des aliments à IG trop haut, trop éloignés de notre effort, parce que ça peut engendrer une hypoglycémie réactionnelle à ce moment-là quand on arrive à notre effort. Alors que si on en consomme juste avant ou pendant, on a l'effet des catécholamines et de l'adrénaline qui vont du coup jouer sur l'insulinémie, et donc on n'aura pas ces pics de glycémie-là. Et la petite chose que je rajouterais, moi, c'est aussi par rapport au volume alimentaire global. Donc là, tu as écrit baisser les fibres et les lipides, donc ça c'est ce qui pose le plus problème d'un point de vue digestif, mais aussi se dire que si l'assiette est peu volumineuse, c'est-à-dire que potentiellement ça prend moins de place dans le tube digestif, c'est plus intéressant aussi. Ouais. Donc c'est peut-être l'autre petit point que je rajouterais par rapport à ça. Et sinon, des réflexions classiques autour des glucides, se dire que plus on se rapproche de l'entraînement, plus l'IG doit être haut pour avoir une assimilation plus rapide. C'est intéressant à prendre en compte. Ok. Donc là, on passe en intra-workout. Donc, admettons, là, je vais à ma séance de muscu classique et j'ai besoin d'un petit coup de boost. Donc, je vous demande si je prends plutôt une boisson énergétique ou énergisante. Alors, si j'explique un petit peu trop compliqué moi, de mon point de vue, trop compliqué à décider là comme ça et même à définir, puisqu'il faudrait définir du coup l'intensité de l'effort. Aussi la potentielle déplétion énergétique derrière en fonction de cette intensité, et aussi du temps d'effort aussi, donc comme ça je saurais pas. Donc si on explique juste la nuance,
énergétique. Par énergétique, tu penses surtout aux boissons avec des glucides, Ouais. alors que énergisante, c'est une boisson qui contient de la caféine. C'est ça. Donc, moi, je suis plutôt contre la caféine. Ouais. Enfin, du coup, je l'ai déjà expliqué sur la situation avant. Et effectivement, la boisson énergique, ça revient à pas mal de réflexions qu'on a déjà eues sur les épisodes d'avant, si jamais vous suivez bien. Ça dépend du type d'activité sportive. Donc, laquelle choisir euh, Moi, je Difficile. dirais qu'un des deux, en vrai. Ok. Dis-nous. Alors moi, je pars, quoi qu'il arrive, sur une énergétique. Donc c'est pour ça que ça m'étonne que vous ne savez pas trop. Parce qu'en fait, pour moi, le marketing, il entretient énormément la confusion entre les deux. Et les deux sont vendus comme des anti-coups de mou, mais d'un point de vue nutritionnel et médical, c'est pas du tout pareil. En fait, l'énergétique, c'est vraiment une boisson qui va s'adresser aux sportifs. Donc dedans, moi, j'inclus tout ce qui est les boissons de l'effort que vous pouvez vous faire vous-même, le Powerade, l'Aptonia, etc. Et en fait, on va avoir une source de sucre, donc ça va aider à refaire vos réserves en glycogène. On va avoir des sels minéraux pour pallier à vos pertes sudorales, donc tout ce qui est sodium, potassium, etc. On va avoir des vitamines comme la vitamine B pour la production d'énergie, la vitamine C qui est antioxydante. Mais en fait, l'énergisante, pour moi, elle est complètement déconseillée pour le sportif. J'inclus dedans tout ce qui est le Monster, le Red Bull. Et en fait, on ne va pas avoir de sels minéraux. Donc en soi, ça ne pallie pas à vos pertes sudorales. Par contre, oui, comme vous l'avez dit, on a de la caféine, des fois même de la taurine ou des extraits de plantes connues comme antifatigue, comme le ginseng, le guarana, etc. Donc il y aura cet effet stimulant et ça va booster votre concentration. Mais le problème, c'est qu'elles ont une haute teneur en sucre, donc ça va jouer sur votre osmolarité et donc ça va avoir un effet diurétique. Donc ça va aggraver votre déshydratation. Et en plus de ça, c'est des boissons super acidifiantes. On a un pH entre 3 et 4. Donc au final, déjà que vous êtes en acidose pendant votre effort, ben là, on accentue ce phénomène-là en prenant ces boissons. Donc ça peut vous créer des troubles digestifs. Vous pouvez même avoir... Enfin, c'est pas idéal pour votre récupération, quoi. Ouais, mais je pense, enfin, donc la réponse à cette question d'un point de vue général, donc ça s'adresse à la plupart des situations quand on est sportif, peu importe la discipline, mais on peut forcément te trouver un exemple où la boisson énergétique est pas forcément utile, et à l'inverse, la boisson énergisante va apporter des effets intéressants sur l'instant présent. Et justement, mauvaise pioche, nous, les sports de force en l'occurrence, c'est des disciplines où des gens vont profiter beaucoup plus d'une boisson énergisante, c'est-à-dire avec de la caféine qui va peut-être augmenter la cognition, la hype, tu vois, la sensation d'énergie avant de passer sur les lifts les plus lourds, alors que la boisson énergétique, sur une séance peu intense et très peu longue, où il y a peu de pertes sudorales, comme tu dis, bah, elle n'est pas forcément très intéressante. Donc peut-être ça, ce serait le cas où recommanderait, même si on recommande jamais vraiment, on pourrait mettre plus en avant la boisson énergisante. Mais du coup, toi, tu la recommandes surtout pour le fait qu'elle contienne de la caféine. Ouais, c'est ça. Alors qu'en soi, on pourrait trouver la caféine autre part sans avoir tous ces problèmes-là Absolument. avec Ouais. la déshydratation, cette acidose qui se crée. Ouais, non, mais c'est pour ça. Enfin, moi, on en a parlé, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est les gélules de caféine qui, du coup, sont bien dosées Mhm. et se prennent avec de l'eau. Mais donc, mes réflexions, ça rejoint plutôt juste le fait d'apporter de la caféine plutôt que d'essayer d'apporter des sucres ou des minéraux, alors qu'on n'est pas sur une discipline qui induit beaucoup de pertes par la transpiration. Mhm. Donc ça rejoint surtout cette réflexion-là. Mais Ouais. sinon, dans l'ensemble, je suis d'accord, même d'un point de vue santé environnementale, les Monster et Red Bull, c'est catastrophique. Genre, vraiment, n'achetez pas ce genre de choses. Mais ouais, c'est intéressant. Bah, du coup, toujours dans la catégorie boisson, là, en énergétique, je vous demande si du coup, pour une séance de muscu, on partirait plutôt sur une hypotonique, isotonique ou hypertonique. Après, bien sûr, on peut rester sur de l'eau, comme t'expliquais, il n'y a pas besoin. Mais si quelqu'un décide d'en prendre une, sur laquelle on se tournerait. J'avoue que je recommande jamais ces choses-là en musculation. Non. Et mes connaissances sur les disciplines en course à pied sont très, très restreintes. Vous en prenez pas, vous en avez jamais pris? Non. Mais prends le temps aussi d'expliquer un petit peu à quoi ça correspond, hypo, iso et hyper. Ouais, donc en fait, on joue sur la concentration de la boisson en fonction de la concentration de notre plasma. Et en fait, elles ont différentes osmolarités qui sont influencées par leur teneur en sodium, en glucose.
Et en fait, ça va influencer les échanges qui vont se faire entre notre sang et notre intestin. Donc en fait, l'hypotonique ici, on a une concentration qui est plus faible que notre plasma avec une plus grande proportion d'eau. Donc en fait, les échanges vont se faire vers notre sang. On va avoir une entrée d'eau et de sodium. Et donc en fait, ça va majoritairement jouer sur l'hydratation du sportif. Donc souvent, c'est recommandé en cas de forte chaleur, aussi pour des efforts de moins d'1 heure. Donc, par exemple, nous qui faisons de la force ou en tout cas de la muscu, ça peut rentrer... on peut prendre une hypotonique parce qu'en soi, on n'a pas forcément besoin de refaire nos réserves en glycogène à ce moment-là. Et c'est des boissons qui ont moins de 40 grammes de glucides par litre. Donc voilà, l'énergie, ça vient vraiment en importance secondaire. Donc on peut miser sur une hypotonique. Je sais que moi, je m'en fais. Après, c'est un cas particulier. C'est parce que j'ai des vertiges en fait, pendant mes séances. Donc je mise plutôt sur ça et je sais que ça marche bien. Okay. Donc voilà. Après, l'isotonique, du coup, c'est... une concentration qui est similaire à notre plasma, donc ça va jouer sur l'hydratation et en plus sur un apport en énergie, parce qu'on a environ 40 à 80 grammes de glucides par litre. Donc ça, c'est souvent pour les efforts d'endurance de plus d'1h30, ça peut être pour les sports d'équipe. Donc voilà. Et hypertonique, par contre, là, c'est quand même déconseillé parce que ça va dépendre des cas, mais l'hypertonique, c'est complètement l'inverse de l'hypotonique, donc on va aggraver la déshydratation. Et donc ça, c'est plus pour les efforts, il me semble, qui sont très courts mais intenses. Et on a besoin de refaire un bolus en fait, d'énergie et de glucides. On a plus de 80 grammes de glucides par litre. Et donc voilà, c'est pas quelque chose en tout cas qui serait recommandé. Moi, je misais plutôt pour l'hypotonique, par exemple, si certains voulaient prendre une boisson avec eux, même si l'eau, ça reste bien. On peut miser sur une hypotonique et en tout cas, si vous voulez vous en faire une, vous misez sur une source de glucides. Donc ça peut être du jus de fruits ou du miel, par exemple. Je sais que les gens aiment bien le jus de raisin parce qu'on a un bon rapport glucose-fructose et on sait que c'est intéressant d'allier les deux parce qu'on augmente l'oxydation par minute. Et en plus de ça, c'est assez riche en glucides. Donc vous partirez sur à peu près 200 ml de jus de raisin pour 800 ml d'eau. Après, vous mettez une pincée de sel pour rapporter... Justement, ça me fait penser à Hugo, si tu passes par là, que j'ai eu en consultation aujourd'hui, qui demandait, mais enfin, moi j'ai essayé de faire une boisson de l'effort, et je sentais le goût salé, c'était presque pas bon. Et donc la question que j'ai posée, c'est quelle quantité de sel t'as mis ? Il n'était pas capable de me dire. Donc, une pincée de sel, c'est quoi ? Explique-nous, parce qu'il y a des gens qui prennent la cuillère, je pense. Une pincée, c'est une pincée, quoi. Ouais, donc si on pèse, ça fait pas un gramme. Ça fait pas un gramme. Non, du tout. Et donc, une pincée de sel, du coup, pour compenser les pertes sudorales. Vous pouvez même mettre du jus de citron pour l'effet antioxydant de la vitamine C, pourquoi pas. Je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre aussi du bicarbonate, mais c'est vraiment pas obligatoire. C'est en fait, ils partent du principe que ça va raccourcir leur délai d'acidose post-effort. Ouais. Mais en soi, ça garantit pas de faire ça. Quoi qu'il arrive, votre corps, il est fait pour réguler votre pH après votre séance. Ça lui prend 30 minutes à 1 heure. Et donc, ça garantit pas vraiment... un impact en tout cas de mettre du bicarbonate. Moi je sais que par exemple le bicarbonate c'est surtout utilisé en endurance pour les efforts qui sont courts mais intenses et c'est pris en supplément environ 1 à 2 heures avant leur effort. Ils prennent pas les eaux bicarbonateuses parce que c'est pas assez riche en bicarbonate. Ils prennent ça en supplément et du coup ça permet de réduire l'acidose qui va se créer pendant l'effort et donc de booster leur performance. Mais là dans la boisson de l'effort c'est pas obligatoire. C'est surtout après que ça concerne. Mais je m'étais jamais intéressé au fait d'apporter des bicarbonates en termes de compléments. Je creuserai un petit peu parce que j'aimerais bien voir la forme que ça prend. Ok pour le intra-workout, pour le post-workout maintenant. Ouais, pour le post-workout, donc on va parler de tout ce qui est les protéines. Donc là, je vous demande si consommer des protéines juste après sa séance, ça permet de booster l'anabolisme. Pour moi, c'est une croyance vieille comme le bodybuilding. La fameuse fenêtre anabolique où on dit faut se dépêcher de prendre des prods dans la demi-heure qui suit. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Trésor ? Moi, je mettrais peut-être un petit peu plus de nuances quand même, parce que elle existe réellement. Après, elle n'existe pas dans le format dans lequel on la partage souvent, c'est-à-dire dans grossièrement 30 minutes après la séance. Sinon, ça empêche justement ce processus de synthèse protéique.
Mais on remarque quand même que elle a tendance, même contrairement aux croyances, elle a tendance à justement diminuer cette fenêtre anabolique. Je crois même que c'est même dans les fourchettes de 6 à 8 heures, même voire 12 heures chez le sportif avancé. Et plus justement on est débutant, plus justement la fenêtre anabolique augmente. Donc vous avez beaucoup plus de temps justement en termes de consommation de protéines. Mais je dirais que bon, c'est pas le plus utile. Le plus utile, ça va être voilà, les principes de base, hein, c'est-à-dire vraiment avoir votre apport protéique journalier. Donc on essaie d'être dans les fourchettes. Là, on remarque quand même que le seuil vraiment optimal et même maximal, c'est 1,6 g par kilogramme de poids de corps. Au-delà, on ne remarque pas d'effet significatif. En dessous, il y a aussi des effets, mais généralement, c'est un peu la fourchette optimale. Donc voilà. Ok. Pour la fenêtre anabolique, moi, j'ai pas comme toi. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette idée reçue qu'on a 30 minutes à 1h30 après sa séance pour consommer des protéines, sinon la séance aurait été inefficace. On entend aussi des fois c'est vrai que c'est des pensées qui peuvent être aussi extrêmes que ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui fait les gains. Ah ouais. Mais en fait, on s'est rendu compte que cette fenêtre, elle est beaucoup plus large que ça. En fait, on a 3 à 5 heures pour moi autour de l'entraînement. Tout dépend du passé sportif. Normalement, chez un débutant, ça peut aller même, ce que j'avais vu, ça pouvait aller jusqu'à 48 heures. Ouais, j'ai lu ça aussi. Ok. Donc, j'ai lu ça aussi. Ça diffère. Mais ça, ce que tu dis, généralement, c'est dans le cadre d'un sportif qui a vraiment un niveau avancé, donc une masse musculaire qui est déjà beaucoup plus importante. Ok. Du coup, ouais, en tout cas, on a beaucoup plus de temps autour de l'entraînement. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se précipiter. Donc comme tu l'as dit, on se focus plus sur l'apport total sur la journée plutôt que sur vraiment un timing spécifique. Après, maintenant, si consommer des protéines juste après votre séance, ça vous permet d'atteindre votre apport sur la journée, pourquoi pas. Mais juste ne vous dites pas que voilà, ça va rendre votre séance efficace de le prendre juste après. Après, le fait de consommer quelque chose après sa séance, ça me fait penser, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir faim en fait, en rentrant d'une séance? Ça dépend de l'effort. Moi, ça m'arrive plus trop. Enfin, c'est compliqué, mais je me suis pas mal déconnecté sur d'émotions. Quand tu essayes de manger plus, tu te poses pas de questions, c'est tous les 2-3 heures. Mais non, moi, je comprends la réflexion que tu essaies de mettre en avant par rapport à ça. C'est effectivement se précipiter vers un repas après la séance, c'est pas forcément ce qu'il y a plus d'optimal. Beaucoup de gens qui mettent de plus en plus en avant l'importance du retour au calme, qui parfois est un peu négligé pour favoriser la bonne digestion après l'effort. Justement, en fait, j'ai mis un peu de nuance à ce niveau-là parce que même s'il y a cet effet coupe-faim de l'effort, je sais que ça se ressent surtout pendant les efforts d'endurance, mais ça peut se produire en force aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est parce qu'en fait, on a une production de lactate qui fait que ça impacte nos hormones de l'appétit. Donc, on supprime la gréline, on va avoir une sécrétion de molécules anorexigènes aussi. On a toute cette ischémie intestinale qui fait que notre tube digestif il est moins irrigué. Tout ça, ça peut jouer. Et en fait, pour revenir à son état normal, comme tu dis, ça prend environ 30 minutes à 1 heure à notre corps. Et en fait, on a toute une production de radicaux libres et un stress oxydatif qui se crée du coup pour retourner à son état qu'on appelle de rest and digest. En fait, c'est le système parasympathique qui reprend le dessus. Et en fait, même si vous n'avez pas faim, ça reste intéressant pour moi quand même de manger quelque chose après votre séance. Est-ce qu'il faut se précipiter vers ce repas-là ou attendre peut-être plus pas d'une demi-heure? forcément se précipiter, on peut Parce que attendre. justement, je l'ai peut-être mal exprimé, mais c'est cette réflexion-là que j'essaie de mettre en avant. C'est faut pas manger dans la demi-heure qui suit forcément. Bien sûr. Si on prend le temps et qu'on mange 1 heure après, c'est tout aussi bénéfique. Voilà. Ouais. Tant que vous mangez quelque chose, oui, vous pouvez attendre en tout cas 30 minutes à 1 heure, mais c'est intéressant de manger quelque chose en tout cas après pour du coup pallier à ce phénomène-là et tous ces radicaux libres et même pour aider à votre récupération après. Donc pour moi, à ce moment-là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous quand vous allez décider de manger quelque chose en tout cas après votre séance. C'est l'heure d'un des 3 repas principaux de la journée. Donc vous allez vous refaire un repas complet qui va vous permettre de refaire toutes vos réserves. Par contre, si vous vous entraînez tard et que du coup vous dînez tard, faites attention aux repas, du coup comme on l'a dit, trop copieux, trop riches en graisse, trop riches en fibres, qui peuvent du coup impacter votre digestion et votre sommeil. Et du coup, deuxième cas de figure, c'est vous rentrez par exemple en milieu de matinée ou d'après-midi, vous allez vous faire soit un snack ou pour question de pratique, il y en a qui vont miser sur de la whey. Et souvent, on entendait aussi que c'est intéressant d'allier sa whey à une source de glucides pour une meilleure assimilation des protéines.
Et en fait, cette idée, elle venait du fait qu'en mangeant des glucides, on a des pics d'insuline. Et l'insuline est connue pour faire rentrer les nutriments dans nos cellules. Donc, il partait du principe que ça allait permettre de mieux faire rentrer les acides aminés dans nos cellules musculaires. Mais on s'est rendu compte que ça ne marche pas du tout comme ça. Enfin, qu'il y ait des glucides ou pas, les protéines, elles sont assimilées. On stimule la MPS, donc la Muscle Protein Synthesis. Et donc, il n'y a pas besoin de prendre des glucides en soi, en théorie, pour la stimuler. Mais en pratique, vous consommez quand même des glucides post-effort pour votre récupération, pour refaire vos réserves et tout. Mais c'est juste à bien distinguer que ce n'est pas ça qui aide à assimiler vos protéines. Non, par contre, petite nuance par rapport à ça. Et ça, c'est Schoenfeld en 2015, je crois, 2017, qui avait montré justement, par rapport à une voie de signalisation qui est connue justement et qui permet le processus de transcription et traduction de protéines, par rapport à la voie mTOR justement, et on remarquait que justement cette voie de signalisation-là était facilitée avec un apport glucidique en conséquent. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait une alliance entre l'apport protéique et l'apport glucidique. Donc ça ne veut pas forcément dire que derrière, vous allez avoir une meilleure synthèse protéique, mais cette voie de signalisation-là est quand même légèrement plus stimulée sous l'apport glucidique. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc globalement, la prise de snack ou de collation, elle est toujours recommandée complète, enfin relativement complète. C'est un petit peu ce qu'on peut retenir par rapport à toutes les prises alimentaires. Même si évidemment il faut toujours contextualiser par rapport à la digestion et le volume du repas, la quantité de fibres, etc. pour pas que ça pèse. Et puis après là on parle beaucoup de théorie à chaque fois, mais en pratique il y a beaucoup d'autres contraintes qui entrent en jeu, qui entrent en compte et qui nous font aller vers des choix qui sont pas forcément idéaux d'un point de vue littérature scientifique. Donc c'est important aussi de mettre ça en avant et de se dire que là on parle d'une situation dans le meilleur des mondes. Situation suivante. Toujours sur les protéines, donc consommer 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps engendrera une meilleure synthèse musculaire que 1,8 g. Ça, on a déjà un petit peu répondu juste avant. Tu avais dit 1,6. Ouais, entre 1,6 et 2,2, c'est ça les recommandations. Ouais, et encore que là, y a un dernier papier que j'ai lu et il montrait que justement le seuil au-delà de 1,6, il n'y avait pas forcément d'effet significatif. Donc la zone optimale, c'était 1,6, c'était déjà très bien. Au-delà, on ne voit pas une synthèse musculaire qui est optimisée ou maximisée. Donc, J'avoue que moi, j'ai vu que 1,6, on pouvait s'arrêter à 1,6 et ça sera bénéfique. Mais j'ai vu que quand même 1,8, c'était estimé comme la limite supérieure à laquelle on va constater des bénéfices pour la composition corporelle. Donc, ouais. C'est intéressant, ça mérite un petit partage de sources après. Non, c'est Ouais. confronter les papiers. Ouais, bien sûr. ça. Donc là, en l'occurrence, vrai-faux, il faut consommer 2,2 g de prot, plus que 1,8, pas forcément. Non, Ouais. On aura la même synthèse musculaire parce que du coup, pour moi en tout cas de ce que j'ai vu, donc ça c'est soit 1,6, 1,8 en tout cas, mais aller au-delà de ça va pas engendrer plus de bénéfices pour le corps. Ouais, c'est ça. Et puis même en général, les gens qui se concentrent trop sur les protéines, ils ont tendance à pénaliser le métabolisme glucidique, alors que finalement c'est le moteur principal entre guillemets pour la progression et la mise en place d'un surplus aussi. Donc ne pas se concentrer exclusivement sur les grammages en protéines. Là, tu mets des recommandations pour la recommandation, c'était pour l'anabolisme musculaire. Donc, moi, j'avais vu entre 1,6 et 2,4. Mais voilà, ça sert à rien d'aller jusqu'à 2,4. Même ceux qui dépassent 2,5, en soi, il y avait aussi cette idée reçue que consommer trop de protéines, ça va du coup impacter notre foie, nos reins et donc c'est les reins, dangereux. surtout, c'est ça qui est mis en avant. Ouais, mais ça aussi, c'est une idée reçue. En fait, Est-ce que c'est pas une idée reçue qui vient du fait que les patients qui ont des pathologies associées aux reins on réduit les protéines. Voilà. Ouais, voilà. Donc c'est encore une fois un raccourci. C'est ça. Si on est en bonne santé et qu'on n'a pas de pathologie rénale, il n'y a aucun souci à aller à 2,5, mais c'est juste qu'il n'y aura aucun intérêt à le faire parce que en fait, l'excès va être éliminé par votre corps et comme on l'a dit, 1,8 ou 1,6, du coup, on comparera les études. Ouais, j'ai le papier là. On partagera. Allez. Je chercherai le mien aussi. Méta-analyse. On partagera. Mais donc, il n'y a juste aucun intérêt à monter à 2,5. Quoi, donc, Oui, c'est ça. Dans l'ensemble, même si les gens voient une fourchette large, les 1,6, 1,8,
Si vous visez ça, même dites-vous qu'en pratique, Mm. si vous comptez à ce point, bon, il y a des petites questions à poser aussi par rapport aux efforts et à l'attention que vous mettez à ce genre de choses. Je pense pas que ce soit la variable sur laquelle il faille mettre le plus d'attention quand on essaie de mettre en place un protocole d'hypertrophie générale qui est tourné et autour de l'entraînement et autour de la nutrition, même si c'est le nerf de la guerre. Quand on parle de muscles, on se concentre exclusivement autour des protéines. Donc, si on retient 1,6, 1,8, tout le monde est content. Ouais. Parfait. Autre situation, post-workout encore? Ouais. Et je vous ai mis dans plein de situations avec les protéines. Ouais, c'est intéressant. Notre corps ne peut assimiler que 30 grammes de protéines par repas. Ça, pareil, ça a été revu, cette idée reçue. C'était un conseil qui tournait beaucoup. Et je crois même que c'était 20 grammes, moi, ce que j'avais vu. Entre 20 et 30 grammes. Ouais, dans ces eaux-là, on disait ne dépassez pas ces quantités-là à chaque prise alimentaire. Ouais. Donc, bon, faux. Ouais. Bah, faux. Maintenant, faux. Ouais. Alors qu'avant, on était persuadé que c'était vrai. Mais tout dépend de comment on formule la question. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait les raccourcis parce qu'il y a certains papiers qui montraient que c'était pas forcément relié au principe d'assimilation, mais c'était plus que ça permettait justement d'avoir une quantité plutôt optimale en termes de fréquence d'apport protéique. Donc du coup, ils avaient estimé ça à 0,03 g par kilogramme de poids de corps en apport protéique. Mais j'ai l'impression que les gens ont fait le raccourci en termes d'assimilation et que si on dépassait cette fourchette-là, on avait une complication au niveau de l'assimilation, alors que c'est pas du tout le cas. Bah en fait, c'est ça, c'est que ce qui se passe, on n'a pas de capacité limitée d'assimilation des protéines. Enfin là, si je prends un repas avec 100 grammes de protéines, mon corps il va faire en sorte de tous les assimiler. Il va juste réduire ma vidange gastrique pour avoir le temps de tout digérer et absorber. Donc en soi, la confusion, elle vient du fait qu'il existe juste un plafond pour stimuler la MPS à son maximum. Et ce plafond-là, il est estimé à 20-30 grammes de protéines de bonne qualité. Donc, mais c'est pas parce que j'ai un plafond pour stimuler ma MPS que j'ai aussi un plafond sur combien mon corps peut assimiler. C'est juste que si je dépasse 30 grammes, ben, ça va juste pas plus stimuler ma MPS. Mais en tout cas, ça va être utilisé pour d'autres fonctions du corps, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça qu'à un moment, il conseillait énormément de fractionner son alimentation en 5-6 repas de 30 grammes de protéines, du coup, pour stimuler à chaque fois la MPS. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, même chez les personnes qui font du jeûne intermittent, donc qui ne peuvent pas autant fractionner leur alimentation et qui du coup ont des repas beaucoup plus conséquents en protéines, avec par repas voire 50 grammes de protéines, et ben il n'y avait aucune différence parce que quoi qu'il arrive, la MPS elle était stimulée. Donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est que le plus important, c'est l'apport protéique total, voilà. Et pas forcément les quantités de protéines à chaque repas. Donc c'est plus, concentrez-vous sur avoir vos 1,6 ou 1,8 en fonction des écoles. Voilà. Ouais, en termes de répartition, en termes de timing, finalement, on rejoint à peu près cette réflexion-là. Ce qui compte surtout, c'est la quantité. Si, suivant le timing, vous arrivez plus facilement à atteindre cette quantité-là, bah oui, ça peut aboutir à ce genre de conseils. Mais ne mélangez pas tout. C'est une question de raccourci aussi qu'on peut faire par rapport à certaines recommandations ou juste la mauvaise transmission de ce genre de conseils. Donc il faut faire attention. Mais en l'occurrence, retenez que les protes, c'est la quantité qui compte, peu importe la répartition. Bon, là, c'est la dernière sur les protéines que je vous mets comme situation. Okay. Consommer des protéines avant de dormir est bénéfique pour la synthèse musculaire. J'ai jamais vu ça. Non, moi non plus. J'ai jamais vu ça. Donc je saurais pas me prononcer. Et bénéfique. Les protéines avant de dormir, je sais pas du tout. C'est vrai. Non mais ouais. Ah, pardon. Ouais, non, vas-y, je te laisse. Pardon, vas-y. Non, mais je pense que c'est relié un petit peu à cette j'allais le dire, c'est relié un petit peu à cette notion d'apporter un petit peu des acides aminés qui ont une digestion un petit peu plus lente et une vitesse d'assimilation un petit peu plus lente, comme la caséine notamment, puisqu'on a un petit peu aussi on a développé un petit peu une sorte de hantise par rapport à ça sur l'aspect un petit peu dépense énergétique qui va être moindre et du coup qui va être nul même lors du sommeil. Donc on voulait justement maximiser un petit peu l'anabolisme et diminuer un petit peu cet effet le rapport entre anabolisme et protéolyse. Donc généralement, c'était un petit peu les conseils qu'on essaie d'amener. Encore une fois, je dirais que c'est l'apport total protéique qui importe. Donc que vous ayez
un nombre de protéines précis avant le sommeil ne maximisera pas forcément ou plus particulièrement votre synthèse protéique. Donc, c'est ça. Enfin, en fait, en théorie, c'est vrai, donc ça va être bénéfique pour la synthèse. Ils ont fait une étude avec 30 grammes. Ils ont vu que c'était pas assez pour être conséquent parce qu'on est plusieurs heures à jeun en fait pendant la nuit, donc 30 grammes c'était pas suffisant. Mais à partir de 40 grammes, donc que ce soit de la whey ou de la caséine, donc on aurait pu se dire la caséine aura plus d'impact parce que du coup digestion plus lente, ça va être mieux pendant la nuit, mais au final les deux avaient le même impact et donc les deux stimulaient la MPS et ça améliorait la récupération. Ils avaient fait l'étude sur des joueurs de foot, il me semble, professionnels. Ils avaient fait un match de nuit, ils avaient mangé normalement et après 30 minutes avant de dormir, ils avaient consommé donc, soit de la whey, soit de la caséine. Et ils ont vraiment noté une nette amélioration de la récupération comme ça. Mais oui, en soi, vraiment, c'est de la théorie. Mais moi, j'ai mis aussi des doutes par rapport à la qualité du sommeil parce que, en soi, c'est pas rien, 40 grammes de whey à caser 30 minutes avant de dormir. C'est pas tout le monde qui peut ou même qui veut faire ça. Et même, en fait, je trouve que c'est assez contradictoire parce que tout ce qui est whey et caséine, c'est assez riche en tryptophane. Donc, on pourrait se dire ça va aider à la synthèse de mélatonine, mais en même temps, ça reste des protéines. Donc, digestibilité qui peut impacter notre sommeil. Surtout, je pense que vous en avez parlé dans une ancienne vidéo, mais le fait que consommer des repas trop riches en protéines, c'est pas idéal le soir parce qu'en fait, on a un excès de tyrosine et donc ça fabrique la dopamine qui est l'hormone de la vigilance. Alors que du coup, les glucides, là, on est plus sur du tryptophane et donc de la mélatonine. Donc, comme tu as dit, moi, je suis plus sur l'apport total que sur le timing. Il y a ça, et on en avait déjà parlé. C'est surtout aussi relié, et ça, c'était Henselman qui l'avait partagé, c'était relié par rapport aux acides aminés concurrents. Parce qu'en fait, justement, le tryptophane, en fait, l'acide aminé, justement, qui est précurseur de la mélatonine et sérotonine notamment, pour justement produire justement cette mélatonine, il va devoir passer la barrière hémato-encéphalique. Donc c'est la barrière un petit peu qui sépare un petit peu votre cerveau du reste du corps. Et pour passer cette barrière-là, on a remarqué que lorsqu'il y avait beaucoup d'acides aminés en concurrence du coup avec le tryptophane, ça freinait un petit peu et ça empêchait ce passage-là au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Du coup, ça impactait un petit peu la production de mélatonine et derrière, ça impactait forcément la qualité de sommeil. Donc il faut être vigilant, essayer généralement quand même de limiter, enfin peut-être pas de limiter, mais de diminuer un petit peu votre apport protéique tout au long de la journée, essayer de maximiser un petit peu plus tôt dans la journée à l'approche du sommeil, essayer d'avoir des valeurs un petit peu plus basses. Super intéressant, j'avais jamais conscientisé les problématiques qu'il pouvait y avoir autour de la quantité de protéines au dernier repas. Donc ouais, c'est intéressant de voir qu'il faut aussi organiser l'apport de ce macronutriment-là pour le sommeil, enfin au profit du sommeil. Donc ouais, très intéressant l'ouverture que tu fais par rapport à la qualité du sommeil. Et est-ce que finalement tu recommandes du coup prendre de la whey? Non, on est d'accord. Non, on est vraiment sur l'apport total sur la journée plutôt que sur le timing, encore une fois. Ok, voilà, très bien. C'est bien, on se creuse la tête pour plein de choses et finalement les conseils sont simples. Donc là, je vous demande si se supplémenter, ça permet de booster ses performances sportives. Moi, je dirais tout dépend des valeurs de base du sportif en termes de... Après, tout dépend de qu'est-ce qu'on définit par supplémentation. Mais si on parle par exemple de micronutrition ou même de certains macronutriments, tout dépend des valeurs de base du sportif. Ouais. Parce que je vais prendre par exemple l'exemple de la vitamine D. Généralement, et ça je l'avais partagé à un moment, on avait remarqué qu'il y avait des effets significatifs, notamment sur la performance et même au niveau de la conduction nerveuse et même du recrutement des unités motrices, etc. Mais c'était lorsque les valeurs de base étaient basses. Lorsque les valeurs étaient à la normale, il n'y avait pas d'effet supplémentaire et significatif sur les performances. Donc tout dépend, je dirais, des valeurs du sportif. Ouais, c'est ça. Donc tout dépend de la personne, de son alimentation de base. Individualisé. À contextualiser. Il y a des gens pour qui ça sera bénéfique parce que il y a une forme de carence dans ce Exactement. Donc, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que c'est pas tant la supplémentation qui booste les performances, c'est plus le fait de retrouver une valeur normale qui permet justement d'arriver à maintenir ou même augmenter au final les performances sportives. C'est-à-dire que si on met un curseur pour chaque micronutriment qui
symboliserait du coup les recommandations à atteindre. Si ces gens-là n'atteignent pas ces recommandations-là avec l'alimentation simple et qu'ils se supplémentent, du coup se complémentent pour atteindre ces recommandations, là c'est bénéfique. Mais à l'inverse, si ces gens-là ont déjà les recommandations en termes de dosage, etc., et cherchent à apporter en plus, il n'y aura pas d'effet il n'y aura pas significatif. d'intérêt. Exactement. Comme vous l'avez dit, on fait la différence entre complément et supplément. Un complément, c'est quelque chose que je vais apporter pour atteindre mes besoins journaliers, alors que supplément, c'est quelque chose que je rapporte en plus. Donc, on s'est rendu compte qu'une carence va diminuer nos performances. Donc, c'est intéressant de se complémenter du coup pour booster ses performances. Mais une supplémentation qui n'est pas ciblée ne va pas augmenter les performances et peut même, des fois, dans certains cas, les diminuer. Donc, voilà. Et donc, oui, des fois, ça peut être intéressant de se complémenter. Mais encore une fois, avant de passer à la complémentation, essayez de toujours voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer quelque chose dans votre alimentation de base. Parce que, en fait, quand vous complémentez, vous prenez des vitamines ou des minéraux qui sont isolés. Exactement. Alors que dans l'alimentation, je pense que... La matrice est complète. Exactement. En fait, faut se dire que pour le sportif, les fruits et les légumes, c'est tout aussi important que les glucides ou les protéines. Et en fait, dedans, on a plusieurs vitamines, on a plusieurs minéraux qui vont agir en synergie. Et donc, en fait, on a des effets beaucoup plus bénéfiques sur la santé et sur le corps. Donc, voilà. Ouais, c'est ça qu'il faut mettre en avant, c'est que ça, c'est le raccourci parce que les gens pensent que ça va apporter un plus. Là, tu mets en avant le fait que ça complète un moins plutôt qu'ajoute un plus. Mais il faut se dire que d'un point de vue santé et nutritionnel et même financier, l'alimentation brute sera toujours plus profitable que la prise de compléments de manière isolée. Et c'est intéressant d'avoir fait un point sur ça pour le rappeler. Donc les compléments, c'est sous supervision médicale en dernier recours. Voilà. Et du coup, pour terminer, là, je vous ai mis plusieurs compléments que le sportif serait susceptible de prendre. Et en fait, il y en a 3 dedans qui, pour moi, se démarquent parce que, pour moi, ils nécessiteraient vraiment une attention plus particulière de notre part. Et donc, je vous demande, ça serait lesquels ? Ok, bon, c'est compliqué, je vais les lire et puis on procédera par élimination au fur et à mesure avec Trésor. T'as écrit collagène, magnésium, vitamine B, oméga 3, calcium, fer, vitamine C, vitamine D, les BCAA et les et prébiotiques. Alors, ce qui est facile, c'est les BCAA, on en a déjà beaucoup parlé. C'est celui-là qu'on peut écarter tout de suite. Les BCAA, ça n'apporte pas plus de gains qu'une protéine complète. C'est-à-dire que tous les effets associés, les effets qu'on associe à la prise de BCA sont tout aussi, plus intéressants avec une protéine complète. Donc, en général, on dit aux gens, gardez vos sous, n'achetez pas de BCA. Qu'est-ce que tu veux ajouter par rapport à la liste Trésor ? Qu'on enlève du coup. On peut procéder comme ça. Collagène. Oui. Tu veux en parler de ça ? Collagène. Il suffit de lire les derniers papiers. Je pense que tout le monde les a lus, au moins j'espère. Mais du coup, oui, non, on ne voit pas d'effet significatif, notamment sur les tissus conjonctifs. Il y a peut-être un effet que l'on peut porter au collagène sur vraiment la muqueuse intestinale. Donc à ce niveau-là, il y a peut-être un effet qui peut être intéressant. Mais sinon, au-delà de ça, sur les tissus conjonctifs ou même sur les problèmes de tendinopathie ou même d'arthrose, c'est pas assez probant, donc autant éliminer. Par contre, il peut y avoir de potentiels effets assez intéressants sur la glycine. Après, je pense qu'il y a encore des études à faire sur ça, mais c'est potentiellement un petit peu plus intéressant que le collagène. Donc peut-être à privilégier par rapport au collagène. C'est compliqué, moi il y en a 2 que j'aime beaucoup. C'est magnésium et oméga 3. Je savais. C'est mes préférés. Mais en fait, d'un point de vue santé, c'est la recommandation facile en général. L'alimentation générale est carencée en ces choses-là. Et je sais pas, il y avait ces 2-là. Je sais pas ce que tu veux détailler sur ça, mais on en a déjà pas mal parlé. Ouais. On en reparlera sûrement parce que c'est des compléments très, très, très intéressants. Mais moi, le magnésium, d'un point de vue gestion du stress, amélioration du sommeil, contractilité, c'est super important, c'est central dans la vie du tout venant, mais aussi dans le quotidien du sportif. Donc pour les sportifs en particulier, moi je recommande de se concentrer sur le magnésium. Et après les oméga 3,
D'un point de vue santé, on en a parlé pour la prévention des dyslipidémies qui peuvent amener à de vraies pathologies. Si on considère que les dyslipidémies sont seulement des facteurs de risque, les oméga 3 c'est très bon pour ces choses-là. Et on a aussi des données qui sont intéressantes, enfin qui vont dans le sens d'une amélioration de la prise de force, donc à creuser. Mais c'est ces deux choses-là qui, d'un point de vue santé, déjà pour moi sont fiables et recommandables. Et après, sur les autres, pré-probiotiques, j'ai pas envie de m'aventurer là-dessus parce que je suis trop peu éclairé sur le sujet du microbiote intestinal. Et pour moi, c'est une notion très controversée parce qu'il y a beaucoup de gens qui se penchent sur la question et se rendent compte que on n'agit pas comme on veut sur le microbiote intestinal. Donc je sais pas ce que tu voulais dire par rapport à ça. Non, par rapport aux pro et les prébiotiques, je pense que ça concernerait plutôt les sportifs d'endurance parce qu'on est plus axé sur une hyperperméabilité intestinale due aux efforts intenses. Mais là, non, moi j'avais vraiment retenu oméga 3, magnésium et du coup le dernier. Oh. Bon, vitamine D. Ouais. Ouais. Donc là, je voulais donner quelques petits conseils, en tout cas pour les compléments. Bon, déjà, oméga 3, comme tu l'as dit, on a beaucoup de déficiences. On a 90% de carences en France. En fait, il faut partir du principe déjà que si vous ne consommez pas au moins une fois par semaine du poisson gras, vous êtes sûrement carencé. Donc voilà, et on sait que c'est assez intéressant pour booster les performances, les oméga 3. Si vous décidez de vous complémenter, c'est intéressant de regarder l'indice Totox du complément. Donc, c'est l'indice d'oxydation de votre huile. En fait, plus il est élevé, plus ça veut dire qu'elle est dénaturée, donc moins bénéfique pour vous. On part plutôt sur un indice inférieur à 10, et même l'idéal, c'est inférieur à 7. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus ? Sur le fait que c'est mieux de privilégier les huiles de poisson et privilégier quelque chose qui est issu de la pêche durable, donc avec les labels MSC, Friends of the Sea, tout ça. Et vous pouvez les conserver au frais, en tout cas à l'abri de la chaleur, parce que c'est assez facilement oxydable. Donc voilà, c'est sensible, de ce côté-là. Mais j'avais bien aimé le travail de recherche qu'avait fait Kevin Cessel sur ça. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais il expliquait que les oméga 3 étaient effectivement très importants et très, centraux dans les réflexions autour de la santé. Il fallait faire attention à ça, mais que la complémentation n'était pas obligatoire et que, voilà, on se répète, hein, mais on avait de très bons résultats et de très bons apports juste avec 2 poissons gras par semaine, même si les recommandations sont autour de 2 poissons par semaine, donc un gras, un maigre. Si on a 2 poissons gras par semaine, on couvre nos besoins et on n'a pas besoin de se complémenter en oméga 3. Et il a fait le calcul, il a poussé le travail de recherche, il a fait le calcul. Il s'avère que c'est moins cher, donc plus intéressant financièrement, de manger du poisson gras que d'avoir ces petites gélules-là quotidiennement. Donc si ça peut vous faire 2 repas un peu plus plaisants chaque semaine, sardines, harengs, saumon, faites-vous plaisir. Ouais, donc ça c'était pour les oméga 3. Ensuite, du coup, magnésium. Magnésium, super intéressant aussi, hein, il rentre dans plus de 300 réactions dans le corps. Donc super intéressant. Et en fait, le problème c'est que c'est de plus en plus dur d'atteindre les apports par l'alimentation parce qu'elle est de plus en plus moderne, de moins en moins qualitatif et on ne mange pas forcément énormément de produits riches en magnésium. Donc voilà. Après, pour savoir si vous êtes carencé, vous n'allez pas vraiment vous baser sur le bilan biologique parce que le problème c'est que le magnésium ça se stocke plutôt dans les muscles et les os. Donc en fait au niveau plasmatique c'est assez dur d'avoir une idée du coup de vos réserves. Donc en fait on va plus se baser sur les symptômes. Souvent on va parler d'une fatigue, d'une irritabilité, ça peut être une hyperexcitabilité nerveuse, donc on parle souvent de la paupière qui saute. Les myokymies, Les fourmillements, des choses comme ça. Et voilà, donc en soi, c'est assez intéressant de le prendre en cure à l'année. Il n'y a pas de risque de surcharge, en tout cas avec le magnésium, parce qu'il ne se stocke pas en réserve en fait. Donc pas vraiment de risque de ce côté-là. Vous pouvez faire des cures régulièrement. Ça peut être bénéfique pour moi, je pense. Donc, et tu conseilles de le prendre de manière isolée ou de prendre des complexes ?
Pour les sportifs, moi je conseille en tout cas plus faites attention à la forme que vous allez prendre du complément parce qu'il existe plus de 10 formes de magnésium en fait Ah oui, différentes. ouais. Et voilà, donc faut éviter tout ce qui est l'oxyde de magnésium, magnésium marin, le citrate, les choses comme ça, c'est pas hyper assimilable. Mais Bisglycinate. bisglycinate, Retenez ça, exactement, le bisglycinate. malate, taurate aussi, et il y a le tout nouveau, le sucrosomial aussi, qui est bien J'ai pas vu. assimilable. Donc ouais, en fait, ils ont chacun un peu leurs différents rôles sur le corps. Je sais que par exemple, le tréonate, il va plus impacter notre sommeil, le lactate, il va moins impacter notre transit. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça. Donc ouais, différentes formes. Il y a même la forme Epsom, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça, c'est plus du sel, en fait, du sel de magnésium. Et les gens aiment bien faire des bains de sel, en fait, pour cet effet myo-relaxant. J'ai jamais testé, mais il y en a qui aiment bien. Il y a même tout ce qui est les sprays de magnésium pour les courbatures, etc. Enfin, jamais testé, mais il y a tout ça. Donc, ouais. Et donc en après, complexe, le magnésium, pas forcément. Enfin, toi, tu non, recommandes surtout de faire attention à la forme. voilà, Parce que c'est moi, ça. je suis pas mal sensible au fait d'associer ça. Enfin, du coup, pour rejoindre la À la réflexion autour de la. B6. Ouais, ça, Ouais. B6, même le O5, enfin, tout ce qui est. Enfin, essayer de placer le minéraux dans un contexte qui est favorable à son assimilation. Ouais. Ne serait-ce, enfin, juste avoir un complexe, ça permet de faciliter l'assimilation. Donc, moi, Aussi. c'était B6 et 5 que je conseille aussi de prendre avec le magnésium. Ouais, ça peut se faire aussi. Ouais. J'avoue que j'ai pas vraiment de données sur lequel serait meilleur, si l'un est meilleur que l'autre en complexe ou pas. Ouais. Mais, Oui, c'est vrai que ouais. ça demanderait à rechercher pour comparer si la prise de magnésium isolé est bénéfique ou moins bénéfique par rapport à la prise en complexe. Ouais. Et du coup, le dernier, vitamine D. Là aussi, on est à 70% de déficience en France. Et en fait, le problème, c'est qu'on est à 30% de synthèse par l'alimentation et 70% par l'exposition au soleil. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte que même dans des environnements ensoleillés, on est aussi à risque de carence. Donc tout ça, ça crée des problèmes. Et donc, il faut vraiment faire des bilans biologiques souvent et se complémenter si besoin. Même pour les personnes qui sont mates de peau, on a tous ce problème de la mélanine qui est une barrière protectrice. Donc au final, ça va aussi impacter la synthèse de la vitamine D. Donc voilà, il faut vraiment y faire attention. Déjà, si on parle dans l'alimentation, faites attention si vous consommez des produits allégés, parce que du coup, allégé en matière grasse veut dire allégé en vitamines liposolubles, dont la vitamine D. Ouais. Donc voilà, plutôt miser sur des produits pas allégés, ou sinon enrichis en vitamine D en tout cas. Mais donc sur l'alimentation, on peut jouer sur ça. Et après, en complément, toujours miser sur la vitamine D3 parce que c'est celle qui est synthétisée par la peau, c'est la forme d'origine animale. Donc on mise plutôt sur ça. Et c'est assez sympa les flacons de gouttes en suspension parce que du coup, si vous le mettez dans votre huile que vous allez consommer tout de suite ou au cours d'un repas qui contient un corps gras, ça augmente l'assimilation du coup par le corps. Ok. Ouais. Je savais pas du tout. Voilà. Intéressant. Très intéressant. Ouais, la vitamine D, en général en cure hivernale, les gens connaissent ça. Hein. Les médecins prescrivent souvent de prendre la vitamine D dès que c'est ensoleillé, dès qu'il y a la petite dépression hivernale, la fameuse, parce que ça participe à contrer un petit peu ça. Donc, très intéressant. Et après, les autres minéraux que tu avais mis, c'était pour l'exemple ou tu as des choses à ajouter par rapport à ça? Si je les ai pas retenus, c'est que souvent c'est assez facile de les atteindre si on a une alimentation assez diversifiée et variée. Vitamine C, pour moi, ça sert pas vraiment de la complémenter. Après, bon, ça dépend des cas, mais c'est très facile d'atteindre ces apports sur la journée. Et on sait qu'un excès peut diminuer les performances sportives du coup. Donc ça, faut faire attention. Par exemple, si vous prenez tout ce qui est les complexes multivitamines ou des choses comme ça, où vraiment c'est pas une complémentation qui est ciblée. Ouais, Et que des fois, vous allez... le surdosage arrive Voilà. vite. Donc faites attention à ça. Prébiotiques. C'est le fer aussi, j'aimerais que tu mets là-dessus parce le que surtout pour les féminines, il y a pas mal de problématiques associées à ça d'un point de vue mensuration, etc. Comment toi est-ce que tu approches ça? C'est vrai que ça, faut aussi faire des bilans biologiques souvent. Ouais. On va souvent le constater si on a une anémie, des vertiges, des choses comme ça
pendant les séances, ça peut arriver. Bon, moi, je suis pas anémie, mais ça m'arrive Ouais. du vertige. Ouais, Mais ouais. voilà. Et après, le faire, non, en soi, même pour tout ce qui est les femmes, mais aussi pour tout ce qui est les régimes végétariens, Oui, etc., ça ouais, peut ouais. aussi impacter. Mais en soi, si on arrive à bien gérer son alimentation, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si on mange assez de viande ou qu'on arrive à bien manger assez de produits complets dans le cas des végétariens, etc., ça va. Et c'est plus, on note des problèmes et un besoin de complémentation chez ceux qui font de l'endurance. Parce que du coup, ils ont plus de pertes aussi par la sueur et des choses comme ça. Donc, des fois, il y en a un peu plus besoin que nous, en tout cas. Mais non. Mais après, si vous êtes animé, les petits conseils qu'on peut donner, c'est de consommer de la vitamine C, en tout cas proche de votre repas. Donc, par exemple, moi, je conseille de mettre du jus de citron dans son eau. Parce que du coup, ça augmente l'assimilation du fer non anémique. Et donc, ça peut aider. Évitez de consommer du café ou du thé proche de vos repas, parce que du coup, ça a un effet chélateur. Donc, Mm. voilà, des choses comme ça. Mais sinon, pas de souci du côté Ouais, du ouais, fer. ça c'est les recommandations classiques, mais si on met l'accent un petit peu sur les réflexions autour du fer héminique, non héminique, les gens aiment beaucoup dire que manger des lentilles c'est bon pour le fer, enfin ça apporte bien du fer. Euh, le problème c'est que l'assimilation est moindre, dans la mesure Ouais, où c'est du fer non héminique, et c'est ça ça. faut bien comprendre. Se dire que il me semble que c'était de 5-20% l'assimilation, 3 à 5% pour le fer non héminique, donc le fer d'origine végétale. Végétal. Ouais. Contre 20% pour le fer héminique, donc même dans le fer, dans la viande, même dans ça, on peine à apporter vraiment ce qu'on lit sur les valeurs nutritionnelles qu'on peut trouver. Donc bon, le faire sous supervision d'un médecin dans l'ensemble, mais c'est intéressant de mettre en lumière certaines problématiques qui peuvent être associées. Et puis après, le calcium, je pense que c'était pour l'exemple, parce que Oui, assez la facile problématique à se pose pas atteindre. trop. Ouais. La problématique se pose Ouais. pas trop. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Non, bah c'est fini. Super. Super. Très intéressant. Donc ouais, on avait bien répondu oméga 3, vitamine D, magnésium. Est-ce que pour autant tu recommandes à n'importe qui de se complémenter des fermiers sur ce genre de choses, de dire qu'il n'y Non, a non. aucun risque? Enfin, il y a toujours des risques, comme on l'a dit avant. Une supplémentation non ciblée va pas vous aider. Des fois, même des excès, ça peut vous faire plus de mal que de bien. Donc, toujours faites des bilans biologiques pour voir si vous avez vraiment besoin de vous complémenter ou pas. Et comme j'ai dit, essayez d'analyser votre alimentation avant pour voir si on peut pas déjà arranger quelque chose de ce côté-là avant de passer sur des compléments, quoi. Ouais, toi, tu prends des compléments alimentaires? Non. Non? T'es plutôt contre? Je suis pas contre, mais je pars du principe que là, j'essaye de pallier le plus possible à mes carences avec l'alimentation. Ouais. Donc, ouais. Je pense que c'est la bonne démarche à avoir, même si j'ai fait un travail de recherche par rapport à ce sujet-là. Il y a effectivement des problématiques qui se posent autour de certains minéraux dans la manière dont on cultive et la manière dont on produit. Et la problématique, c'était est-ce qu'on tend vers une alimentation qui est forcément complémentée? C'est difficile à dire, mais faut essayer de faire l'effort de manger, manger varié, comme certains n'aiment pas Ouais. entendre. Et comme tu le dis, c'est que ça devient de plus en plus compliqué parce que, comme j'ai dit, l'alimentation est de plus en plus moderne, moins qualitative. Donc, en fait, même si on veut bien faire, des fois, on peut pas forcément. Donc ouais, il y a tout ce côté-là aussi. Le fait que des fois, les vitamines aussi. Le fait que des fois, avec les vitamines, on va perdre un peu d'apport parce que du coup, des fois, on va cuire nos végétaux, etc. Et des fois, c'est des vitamines thermosensibles, hydrosolubles, des choses comme ça. Donc, on va les perdre aussi. Donc, tout ça, ça va impacter au final l'apport vraiment qu'on va avoir. Mais ouais. Ok. Ouais, donc putain, finalement, on prendra pas le temps d'enregistrer la chronique. Désolé, je pense que je le ferai sur le prochain épisode avec Victor et Trésor, j'espère. Pour prendre le temps de discuter, je voulais parler de la testostérone pour teaser un peu testostérone et ses boosters. Mais donc là, on est déjà à 1 heure d'enregistrement et il se fait tard. J'ai envie de faire le petit versus pour clore l'émission. Donc la prochaine chronique sera pour le prochain épisode. Et merci Nancy du coup d'avoir creusé toutes ces réflexions-là parce que finalement on a parlé des compléments alimentaires qu'on voulait évoquer depuis si longtemps. Donc merci d'avoir préparé tout ça. Avec plaisir.
J'espère que ça t'a plu d'intervenir comme ça. Et dis-toi bien que c'est pas fini parce que tu vas devoir apporter des petits trucs sur le versus, vu qu'il y aura des petites questions forcément tournées un petit peu vers ton domaine d'expertise, hein, parce que le but c'est que tu puisses apporter un maximum de choses sur ça aussi. Donc là, on va passer sur le versus, qui est tourné nutrition pour que ça profite à Nancy, évidemment, mais Trésor ne sera pas en reste. Vous savez que c'est l'homme en connaissance, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Donc je vous propose qu'on passe, qu'on passe sur le versus et qu'on regarde tout de suite la première question. Le muscle-up ne ramène pas de muscle. Je suis plus fort que vous tous et je suis le plus fort mondial en fait. Trop relou. Ok. Nancy, Trésor, pour cette première question. Je voulais parler de la testostérone dans la chronique, donc forcément j'ai une question sur la testostérone. C'est une hormone centrale d'un point de vue santé et surtout en musculation d'un point de vue développement de la masse musculaire. À votre avis, quand est-ce que la découverte de la testostérone a été faite? Aucune idée? Les enchères. Ça va être un au plus proche, ouais, c'est ça. Ouais, moi, je vais dire 1870. Ok. Nancy, t'as une idée un peu plus précise ou pas? Ce Trésor, il a perdu. Je vais dire 1850. 1850, avant Ouais, ça? Les joueuses. Avant ça? Ah ouais, donc vous pensez que c'est plutôt ancien? Ouais. Ouais. Ok, moi c'est Trésor qui m'a marqué ce premier point. Ça a été découvert en 1935. Est-ce que vous aviez l'anecdote de la création du nom de cette hormone-là? Non, pas du tout. Donc ça a été isolé à partir des testicules taureaux en 1935 donc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, cette découverte, elle a été faite par 3 personnes presque en même temps, 3 Européens presque en même temps, et que il y a quelques mois qui séparent la publication de leurs travaux, et que sur ces 3 Européens, c'est les 2 derniers qui ont publié leurs travaux qui ont un Nobel en 1939. Et donc, pour l'anecdote, est-ce que tu veux bien le prononcer, Nancy? Je ne saurais pas le prononcer correctement. De quoi? La traduction, l'origine du mot testostérone. Parce que du coup, ça a été inventé à partir de mots anglais. Donc là, tu vois en jaune les particules des mots qui ont été pris pour... Ok, ben, du coup, c'est testicle, sterone and caton. Ouais, c'est ça. Donc, parce que la testostérone, c'est une hormone stéroïdienne qui, pour la petite anecdote biochimique, comporte un groupement carbonyl donc, qui est associé au cétone, d'où le nom kétone, et qui, comme j'ai dit, a été isolé à partir des testicules de taureau, donc d'où le nom. Premier point pour Trésor. Voilà, j'espère que vous avez pris des petites infos. Deuxième question. Là, on est sur une question plus alimentation, nutrition. C'est compliqué de se retrouver sur toutes les terminologies qu'il peut y avoir. Même des fois, il y a des débats sur juste c'est quoi un fruit, c'est quoi un légume. Là, je vous demande, c'est quoi une graine oléagineuse, c'est quoi un fruit oléagineux? Est-ce que vous êtes capable de mettre la nuance sur ça? Est-ce que vous êtes capable de donner des exemples? Graines oléagineuses, ça va être tout ce qui est amandes, noisettes, enfin, ces choses-là. Fruits oléagineux, je dirais fruits à coque. Ok. Nancy? J'aurais à peu près dit la même chose. Peut-être sur l'origine, en tout cas, par rapport, je sais pas comment on appelle ça, herbologique, les choses comme Botanique. ça. Ouais, voilà, botanique. Sur le fait, est-ce que ça vient plutôt d'un fruit ou d'une graine? Est-ce que c'est plus Ouais, de c'est ce ça. côté-là? C'est ça qui est compliqué déjà. Fruits, graines, vous savez placer la nuance. Le fruit contient les graines. Donc, on peut lire parfois fruits oléagineux et graines oléagineuses, et parfois ces notions-là sont mises un petit peu en confrontation, enfin à l'opposé, comme si c'était pas la même chose. Mais globalement, dites-vous que les oléagineux, c'est des fruits à partir desquels on peut faire de l'huile. Et ça, c'est la chose à retenir pour comprendre cette notion de oléagineux. Parce que souvent, certains professionnels de santé parlent juste d'oléagineux. Et donc, c'est ça la notion commune qu'il faut garder derrière ça. Après, la différence entre les graines et les fruits, ce qui est placé comme différence, c'est parfois les gens ils parlent de fruits oléagineux seulement pour la coco, qui est une noix, l'avocat et les olives. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Non. Ça a été mis en avant par
par une de nos professeurs en plus à l'époque. Il y a des gens qui mettent la nuance sur ces choses-là comme si c'était une catégorie d'aliments à part entière. Donc l'intérêt est relativement mince dans la mesure où nutritionnellement ça se rapproche beaucoup de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Surtout la notion d'oléagineux qui est mis derrière ça. Mais vous perdez pas, comme j'ai pu le faire moi sur mes recherches. Sémantique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est juste une question sémantique. Sémantique. Les graines oléagineuses, ouais, tu l'as dit, il y a les amandes, les noisettes, les noix de cajou, les noix, simplement, enfin, il y a tous ces fruits-là qui sont du coup riches en lipides. Et c'est important de rappeler que c'est pas forcément négatif. Encore une fois, je fais écho à pas mal de réflexions que j'ai pu avoir dans des suivis, des consultations. C'est pas grave de grignoter des amandes. Faut voir la quantité, même les noix, si vous aimez ça, c'est relativement sain comme snack. C'est juste que c'est un peu riche en calories, donc faut pas manger le paquet de 150 grammes. Notamment pour justement aussi la testostérone, puisque c'est un dérivé du cholestérol. Donc, Exactement. Donc, je mets pas de point là-dessus, de toute façon, je n'étais pas capable d'apporter une réponse assez précise, mais c'est juste pour apporter une petite réflexion. Merci pour cette réponse. Non, mais j'espère en tout cas que ça vous aide à vous situer dans toutes ces choses-là, parce que je me souviens que Victor nous avait demandé ce que c'était les oléagineux, parce que finalement, c'est pas une notion qui revient beaucoup, donc on n'est pas forcément averti sur ces choses-là. Petite citation, j'aime bien. Ouais, non, mais j'aime bien ça parce que j'allais dire ça fait réfléchir. Non, c'est juste pour savoir comment vous vous placez par rapport à ces choses-là. Là, la citation, c'est incarne ce que tu enseignes et n'enseigne que ce que tu incarnes. Ouais, c'est une belle manière de dire. Une autre manière d'aller à l'encontre de fais ce que je dis, pas ce que je fais. Franchement, je saurais pas du tout te dire, mais je sais qu'il y en a un qui n'arrête pas de dire ça. Ah ouais? Il s'appelle Essan. Ah ouais? Ouais. Ah, je l'ai pas vu du tout. Essan FC, il dit tout le temps ça. Mais Ouais, du donc coup, je pense que vous aurez pas le nom. voilà. Non, j'aurais pas le nom. Mais c'est du un coup, philosophe qui a dit ça ou c'est qui? c'est un auteur sportif, Ok. professeur d'université. Mais moi, je voulais juste savoir comment vous placez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes à cheval sur tous les conseils que vous pouvez donner ou vous considérez que les conseils que vous donnez, vous les appliquez pas forcément à vous-même et c'est pas problématique? Je pense qu'il y a forcément des conseils que l'on n'applique pas ou qu'on n'a pas forcément l'occasion d'appliquer puisque tout est à contextualiser. Moi, je prends mon exemple, le sommeil par exemple. Je connais son importance et pourtant, c'est pas quelque chose que j'optimise tous les jours. Donc c'est compliqué, mais après, tout est une question de contexte encore une fois. Donc le but, c'est essayer de contrôler un maximum de variables pour justement avoir la meilleure santé possible. Mais c'est impossible d'appliquer tous les conseils existants en soi. Au même moment, on peut essayer de maximiser les choses, mais ça reste quand même compliqué. Parce que tout ne dépend pas de nous, finalement. Donc, Oui, ouais, bon, attention, faut pas tomber dans... Oui, non. J'y peux rien, plus c'est pas d'être ma faute, totalement non, mais passif, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a effectivement beaucoup de conseils qu'on peut distribuer à droite à gauche qui s'appliquent bien à certaines personnes et pas à d'autres. Et c'est la bonne manière de comprendre qu'on ne peut pas tout appliquer à soi-même, dans la mesure où des fois certains conseils peuvent se mettre en conflit. Mais c'est juste pour savoir si vous trouvez ça important qu'un professionnel de santé soit exemplaire sur toutes les choses qu'il peut dire et recommander, ou si vous considérez qu'il y a une dissociation à faire entre le professionnel et l'être humain, ou enfin l'être humain, la personne. Je trouve que exemplaire, c'est un grand mot, et justement, on est être humain dans le fait qu'on ne soit pas exemplaire, et qu'on essaie de se mettre aussi à la place de nos patients, entre guillemets, ou des personnes qu'on va recevoir. Donc voilà, on n'est pas parfait, personne ne l'est, et même si c'est notre domaine et on sait ce qu'il faut faire, là par exemple il sait qu'il faudrait par exemple mettre l'accent sur le sommeil, mais juste il n'a pas forcément l'occasion de le faire, donc c'est juste des fois, voilà, ça dépend des situations, mais voilà, encore une fois, justement je pense qu'être un bon professionnel, c'est pas forcément être parfait. Moi en fait là tout de suite ça m'a fait penser à tout ce qui est tu sais, le fait de trop vouloir bien faire et de manger complètement sainement toute sa vie. Moi, je suis diététicienne, mais je ne vais pas manger tout le temps des salades ou des choses comme ça. Et justement, c'est par ça c'est par le fait de ne pas être exemplaire sur ce niveau-là qui fait que, justement, je vais être une bonne professionnelle, entre guillemets, qui va pouvoir comprendre mon patient
à côté et comprendre qu'il y a aussi cette notion de plaisir et tout. Enfin, Ouais. Non, je comprends la réflexion qu'il y a par rapport à ça. Ça aide aussi à créer le lien, enfin éviter de creuser voilà. un fossé entre les gens qui Oui, savent et qui ouais. te donnent des conseils et ceux qui essayent de suivre ces conseils-là. Ou dire ça c'est bien, ça c'est mal, et du coup tu dois te situer comme ça. Alors que non, il y a des entre-deux et voilà. Donc, Et puis après, tu peux très vite aussi rentrer dans le raccourci de cette personne-là incarne quelque chose ou une chose précise, et du coup, c'est gage de qualité d'enseignement, alors que pas forcément. Du coup, il faut faire attention, il faut quand même dissocier. Je pense que c'est important de quand même représenter un petit peu les certaines connaissances que l'on a, mais ça ne veut pas non plus dire que si en termes de représentation, on a une bonne image, on va dire que c'est forcément qu'on aura une compétence en termes de qualité d'enseignement. Donc il faut faire attention, je pense qu'il faut mettre de la nuance. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous sur ça. Mais c'est marrant de voir comment vous interprétez, enfin ce que vous voyez au travers de cette phrase-là. Moi, ce que je percevais le plus, c'était le côté, le meilleur moyen de faire appliquer des conseils autour de soi, c'est de montrer que sur soi ça marche, et que des fois les gens qui aiment, qui ont besoin d'être convaincus, quand tu... L'empirisme. Ouais, voilà. tu vois, moi je suis pas complètement je suis d'accord pas fan. avec ça, parce que ce qui marche pour moi va pas forcément marcher pour toi. Tu vois, donc Ouais, c'est vrai. dire que ça a marché sur moi et donc du coup motiver mon patient à dire du coup voilà, tu dois faire ça parce que c'est juste il y a que cette solution là qui est possible. Ouais. Au fait non, parce que ça va vraiment dépendre de ses habitudes, de ce que lui il est capable de faire, et il n'y a pas une bonne solution. Tu vois. Ouais, ok. Je vous rejoins sur ça. Et donc pour la situation, c'était Dan Millman, un sportif qui est professeur à l'université de Californie et qui a écrit un livre très populaire, une autobiographie qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du développement perso et de la spiritualité. Donc c'est de lui que vient cette citation-là. On arrive sur la 4e question. C'est un peu compliqué, mais c'est mettre en lumière des petites problématiques dont on n'a pas conscience. Donc là, j'ai juste mis 2 mots. Picaméricisme, je sais pas si ça vous parle. Pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Ok, si je contextualise, peut-être que vous saurez mieux. Il s'agit de troubles du comportement alimentaire. Ah, on l'a vu Ça vous dernièrement. parle un peu ? On l'a vu dernièrement. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Ouais. Ça vous parle pas du tout ? Je pense que Pika, c'est pas relié à s'arracher les cheveux, même un truc comme ça. Ouais, un peu. Où il y a un peu avait de ça. ouais. Il y a un peu de ça. Éméricisme, je sais plus exactement, mais Pika, je me souvenais, il y avait un petit peu cette notion de se porter préjudice. Ouais, c'est ça. Mais il me semblait aussi que dans notre cas, ça concernait surtout des enfants. Ouais, c'était ça. Mais donc, vous avez pas plus d'idées que ça ? Non. Trésor, t'es pas très loin, mais en fait, les pikas, c'est le fait de ressentir une envie frénétique de manger des choses qui ne sont pas comestibles grossièrement. C'est pour ça que j'avais les cheveux. Et le méricisme, c'est juste un rapport à la régurgitation qui est particulier. C'est un petit peu... c'est facile à comprendre, mais c'est compliqué à s'imaginer. C'est des gens qui se font vomir et qui remâchent et qui réavalent. Donc c'est des troubles un peu observés. Mais ça tend à être défini comme de véritables troubles de comportement alimentaire. Donc, pourquoi est-ce que c'est important après d'être reconnu comme trouble du comportement alimentaire ? Je dirais que ça aide à légitimer le degré, l'ampleur de la maladie et du trouble, et peut-être améliorer la prise en charge ou développer les réflexions et les prises en charge qu'il peut y avoir autour de ça. Donc, c'est juste un petit peu de vocabulaire. Puis en plus, au-delà de ça, moi, méricisme, je trouve que c'est un joli mot. C'était juste pour l'anecdote. Donc, retenez que ce sont 2 troubles du comportement alimentaire qu'on observe particulièrement chez les enfants. Que le PICA, c'est le fait de manger des choses non nutritives, non comestibles, la terre, la craie, les cheveux. Donc ça fait écho à ce que toi tu disais, ce que toi tu as retenu de ça. Absolument tout, le papier, c'est idiot, mais moi je me souviens de quelqu'un qui mangeait du papier dans ma classe à l'école, donc ça entre en compte dans ces choses-là. Donc s'ils mettent un nom sur ça, c'est que finalement ça s'observe de plus en plus et que peut-être c'est vraiment problématique. Et donc le méricisme, qui est juste associé à des problèmes de vomissement, régurgitation. Donc, petit point culture G, petit point santé. On arrive déjà à la dernière question. La dernière question ça va être qui sont des enchères. C'était sûr.
C'était sûr, tu pensais que ça allait être ce sujet-là? Ah, c'était sûr. Eh, mais j'ai pas eu l'idée facilement, hein. Bon, le sujet tu sais ce que c'est les enchères, Nancy? Ouais, je vois. Ok, donc si j'essaie de réexpliquer le concept, même si c'est vraiment le concept le plus dur à expliquer. En gros, on a un sujet, un thème. On peut citer énormément de choses en rapport avec ce thème. Le but, c'est de se mettre d'accord sur qui est capable de t'en citer le plus. Donc, il va y avoir un système d'enchères où personne va dire je peux en citer 2, 3, 6, 10, ça peut monter très haut. Celui qui gagne les enchères doit se prêter au jeu et a 1 minute pour citer le bon nombre de choses. En l'occurrence, là, le thème, c'est les micronutriments. Donc, qui est-ce qui veut ouvrir les enchères? Qui est-ce qui se sent d'attaque de citer un maximum de choses qui correspondent à ce sujet, tout simplement? Est-ce que ça prend en compte aussi les oligo-éléments plus large? Absolument. Déjà, je vais dire 15. 15? Les choses, hein. C'est Trésor, toi, tu n'iras pas au-delà? Je laisse. Ah ouais? Je laisse. Bon. Oh, t'es pas joueur? Aujourd'hui, T'es pas je suis fatigué. Ah ouais? Bon, du coup, on laisse la main à Nancy. 15. Nancy, t'as 1 minute. Trésor, est-ce que tu veux faire le chrono, Le s'il te chrono. plaît? Attention parce que Ouais. je suis un perturbateur endocrinien. Bon, t'as 1 minute pour citer les 15, organise-toi bien, normalement ça devrait aller. Je pense que ça va aller très très vite, il y a un truc que t'as oublié, Trésor, et qui va faire toute la différence. Oui, ouais, je viens d'y penser. Ouais. C'est quand tu veux. Ouais, mais attends, non. Quoi? Non, mais attends, parce que, Allez. non, mais parce que je sens où ça peut aller. Ah, t'as vu la brèche? Ouais, non, mais oui. Non, mais non. Non, en vrai, Bon, non. on en considère une? Ouais, non. Ok. Parce que sinon, Oh non. non, attends, Non, mais j'ai sinon- compris. Non, mais sinon, non. Non. Je pense qu'on est d'accord. Non, mais sinon, non. Ah mince, j'en sais le compter sur ça. Oh, non, mais non. Bah, j'avais pas précisé, donc Non, mais techniquement, en vrai. c'est- Techniquement, ça Techniquement, marchait. Ouah, hein, vous êtes il avait des pas escrocs. précisé. Vous voyez, c'est Bon, ça. Qu'est-ce que je vous ai dit? Dites-le en commentaire. Le juge, là, il est Trésor, pas. Trésor, fallait réfléchir, c'était ça la brèche. C'est pour ça que Ouah, t'aurais pu- mais t'aurais non. pu changer. Ah. Ok, bon. Bon, bah, elle a gagné, du coup. Nancy, vas-y. Dis-nous les 15. Fer, Non, je- chrome. J'avais pas lancé, mais bon. C'est bon, je relance. C'est bon? C'est bon. Fer, chrome, zinc, sélénium, vitamine A, D, E, K, vitamine C, vitamine B1, B2, Voilà, c'était ça. Non, mais C'était ça. frérot. Je pensais qu'elle allait faire les 15 sans dire les vitamines. Non. Ah ouais. B5, B12, Ok. B9. Ok. T'as Calcium. gagné. Ok, bah C'est K1, ça. K2. Non, mais Oui, ok, c'est non, ça. non, mais frérot. C'est bon, ça. Sois joueuse. Essaye d'en citer 15, mais sans parler des vitamines. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit. Du coup, on le sait juste une fois, c'est ça? Ouais. Ok. 20 secondes. Allez. Et Non, elle a gagné. qu'est-ce que elle a j'ai gagné, dit? c'est bon. Calcium. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà dit chrome, Zinc, t'avais dit. zinc, sélénium. Je sais pas si ça rentre dedans les caroténoïdes, polyphénols, tout ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est des antioxydants. Ouais, non, j'en ai plus après. Potassium, sodium, Potassium. bore, Ah bah, ce genre de punaise, trucs. Ouais, iode. Oui, iode. Ouais, non, mais il y en a plein d'importants. Pas qu'on dose et pas qu'on Manganèse. prend en compte. Magnésium. Ouais. Ouais. Manganèse. Ah ouais, ouais. Ouais, non, mais pourquoi pas? C'est pour ça. J'adore Sur ça, je pense manganèse. que les 15, faudra recompter, mais les 15, Ouais, ça tu peux peut- les ça peut accrocher se faire. sans dire les B1, vitamines B2. hydrosolubles. Tu peux te contenter des vitamines liposolubles. Non, mais voilà, si on définit juste le terme de micronutriments, même si on a des petits doutes par rapport à ce qui entre dans la définition, qu'est-ce qu'on entend par micronutriments? Tout ce qui n'est pas énergétique. Ouais, en soi, ouais, j'aurais dit ça, c'est tout ce qui est les vitamines, les minéraux, du coup, dont le corps a besoin, et ça va pas apporter de l'énergie en soi, mais c'est quand même indispensable du coup au fonctionnement du corps. Ouais, c'est ça. Alors que les macronutriments, on a seulement les glucides, les lipides, les protéines, et souvent on se concentre seulement là-dessus, sauf que des fois, c'est Stronger by Science qui faisait un podcast intéressant là-dessus. Des fois, c'est plus intéressant de compter certains micronutriments. Moi, je pense beaucoup
au sodium, parce qu'il est relativement simple à compter et avec l'alimentation ultra transformée, en général, on arrive vite sur des doses problématiques. Il y a des micronutriments qui valent plus le coup d'être comptés et traqués que certains macronutriments. Voilà, pour ce rapide versus, on a fait très vite, on a fait très efficace. C'est parce que c'était une émission particulière. On a Nancy qui a fait une très bonne chronique sur la nutrition. Et nous, il est très très tard. On est fatigué. On va mettre fin à l'épisode maintenant. Merci Nancy Avec plaisir. d'être venue et d'avoir apporté toutes ces informations, toutes ces réflexions-là. Comme d'habitude, vous le savez, hein, c'est chaque personne a ses réflexions et ses formations qui permettent d'apporter des choses en plus par rapport à ce que nous on a. Donc faut pas se fermer à des réflexions supplémentaires, même si des fois il y a des petits conflits sur les sources. C'est le jeu. 1,8. 1,6. C'est le jeu, c'est compliqué. Mais encore une fois, si vous ça vous intéresse, on peut mettre un maximum de sources dans la description. C'est toujours intéressant après pour pousser le travail de recherche, parce que là, même si on se veut le moins subjectif et interpréter le moins possible ce qu'on lit, c'est-à-dire rapporter un maximum de faits, il y a toujours une part de subjectivité, de biais, d'interprétation dans ce que nous on peut dire et ce que nous on peut vous rapporter. Et même des fois on s'exprime pas forcément toujours au mieux pour se faire comprendre. C'est pour ça que ne lisez pas que les conclusions sur les papiers scientifiques, s'il vous plaît. Lisez la totalité du papier, de comment est-ce que c'est expérimenté, de comment est-ce que c'est cadré, encadré. Sinon, ça arrive à des raccourcis. Ouais, c'est un travail de recherche qui demande du temps. Faut faire attention, faut prendre le temps de faire les choses bien, mais c'est ça qui après guide les directives qu'on met en place avec les gens avec qui on bosse, même les recommandations qu'on peut faire autour de nous. Donc merci encore d'avoir participé à cette émission, c'était un plaisir. J'espère que ça vous a plu et que vous n'êtes pas trop fatigué, même si on enregistre un petit peu tard. On envoie beaucoup de force à Victor qui était au taf ce soir et qui n'a pas pu nous rejoindre, mais il est là par la pensée et il sera là sur les prochains épisodes, soyez-en sûrs. On vous laisse là, n'hésitez pas à faire un maximum de retours sur le compte Instagram de l'émission, comme d'habitude, ou sur les comptes Instagram perso. On mettra les comptes de Nancy en description pour que vous puissiez voir son travail et ce qu'elle compte faire. Elle repassera sûrement dans l'émission pour parler d'autres sujets très importants chez le sportif. D'ailleurs, tu fais déjà des consultations, non? Ou pas du tout? Pas encore? Non, pas encore. Ok. Bon, les gars, vous allez devoir attendre. Ouais, ça viendra. En tout cas, elle communiquera dès qu'elle se lancera. Mais bon courage pour cette année d'études qui te reste. Merci à vous aussi. Hein. De rien. Vraiment, c'est un plaisir d'échanger sur ça. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre épisode. Merci à vous.